Sanjayo Niroda Evamadi Mahashamanaye Swaha Om Yedama Hetum Brahmavam Hetum Deshandadhagato Yavadat Deshanjayo Niroda Evam Badi Mahashamanaye Swaha Om Yedama Hetum Brahmavam Hetum Deshandadhagato Yavadat Deshanjayo Niroda Evam Badi Mahashamanaye Swaha Sanye Shodan Soge Chonamda Sanjo Badu Lani Gyasoshi Dagi Jinsoge Besomangi Jola Benshi Sange Ruparasho Sanye Shodan Soge Chonamda Sanjo Badu Lani Gyasoshi Dagi Jinsoge Besomangi Jola Benshi Sange Ruparasho Sanye Shodan Soge Chonamda Sanjo Badu Lani Gyasoshi Dagi Jinsoge Besomangi Jola Benshi Sange Ruparasho La bouddha normale est suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Dans ma pratique de toutes les accumulations ici de la pratique de générosité, etc. Pour ça, j'ai accompli la tâche. Le bouddha normale est suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations ici de ma pratique de générosité, etc. Pour ça, j'ai accompli la tâche pour le bien des êtres. Le bouddha, le dharma, la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations ici de ma pratique de générosité, et ça, j'accomplis la tâche pour le bien de tous les êtres. Donc hier, on a vu la seconde méthode de s'égaliser et de s'échanger soi-même avec autrui. Donc j'espère que vous les connaissez sur le bout des doigts. C'était quoi le premier? C'est égaliser avec soi-même et les autres. Le numéro 2, réfléchir aux démérites ou aux méfaits de se chérir soi-même. 3, réfléchir aux bienfaits de se chérir autrui. 4, prendre la souffrance des autres en mettant l'emphase sur la compassion. 5, donner votre bonheur aux autres en mettant l'emphase sur l'amour. 6, l'échange effectif de soi avec autrui. 7, le souvenir spécial de la bonté d'autrui. 8, l'altruisme. 9, bodhicitta. Très bien, merci. Le premier pas, c'est donc de s'égaliser soi-même avec autrui, c'est ce qu'on a fait hier. Et maintenant, on va essayer de réfléchir. Le numéro 2, c'est les démérites de se chérir soi-même. Donc, 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye de penser à ces méfaits, le fait de se chérir soi-même. Aujourd'hui, nous voyons que se chérir soi-même, avec ces émotions négatives qui sont extrêmement puissantes, parce que on doit vivre dans une société où on n'est pas la seule personne. On est tous dépendants d'autres. Plus vous chérissez vous-même, et plus il y a ce clash avec les autres. Et dans ce clash, vous avez cette attitude égocentrique, cette agitation mentale qui survient. Et l'agitation mentale, pour de petites raisons, vous pouvez facilement être extrêmement agité. Et cette agitation, si vous l'avez pendant une longue période de temps, ça peut finir sur la dépression. Et aussi, cela peut engendrer des problèmes de santé aussi. Cela peut détruire votre système immunitaire.
le système immunitaire, dès l'instant où vous n'avez plus de système immunitaire, c'est terminé, la qualité de la vie s'effondre. Dès l'instant où vous n'avez plus de système immunitaire, votre problème de santé surgissent. Donc, même pour des petites pensées sur les pensées à court terme, des méfaits de se chérir soi-même, on peut voir que ça peut nous faire du mal, même si vous allez manger de la bonne nourriture, vous allez dans d'autres pays, et vous allez faire attention à l'eau que vous buvez, etc. Mais même si vous faites attention à votre santé, dès l'instant où votre système immunitaire s'effondre, c'est terminé. Dès l'instant où votre système immunitaire s'affaiblit, vous pouvez tomber malade pour n'importe quel type de raison. Ne serait-ce que pour cet objectif, pour faire en sorte que vous soyez en bonne santé, vous devriez faire en sorte de vous débarrasser de votre attitude égocentrique. Parce que ça fait du mal à notre système immunitaire. Par contre, si vous affaiblissez votre attitude égocentrique, vous êtes une personne beaucoup plus heureuse. Si vous savez comment vous entraîner, bien sûr, il y a des étapes. Mais si vous essayez, vous verrez que vous serez une personne beaucoup plus heureuse. Et votre vie est tellement beaucoup plus facile. Et puis vous êtes heureux, vous rayonnez de votre visage, et puis votre système immunitaire se renforce. Et votre système immunitaire est tellement fort, vous pouvez manger n'importe quoi, vous ne serez pas affecté. Vous ne serez pas affecté. Alors que si votre système immunitaire est affaibli, vous pouvez manger des petites choses dans un autre pays, etc. et vous allez vous tomber malade. Et donc ça, c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Par exemple, disons, de manière scientifique, ce qu'on est en train de parler de manière scientifique ici, c'est du point de vue des sciences. Scientifiquement parlant, l'attitude égocentrique, plus vous sentez la corrosion de cette attitude égocentrique, en fait, vous êtes encore plus... Ce sont des sensations corrosives et votre système immunitaire s'affaiblit. Ça, il faut vraiment y réfléchir de manière sérieuse, c'est le premier point. Bien sûr aussi, on voit que plus on est égocentré, moins on a d'amis. Et donc, moins on a de bons amis. On peut avoir différents types d'amis, des amis de notre argent, les amis de notre jeunesse, des amis qui nous entraînent dans les mauvaises habitudes, etc. On a tellement de mauvaises habitudes, de mauvais amis. Si ce sont les amis de votre argent, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus d'amis. Si ce sont les amis de votre pouvoir, vous n'avez plus de pouvoir, vos amis vous disparaissent. Si vous avez des amis de jeunesse, quand vous étiez jeune, agile, etc., vous aviez beaucoup d'amis. Quand vous commencez à vieillir, etc., votre jeunesse a disparu, vos amis ont disparu. Vous tombez malade physiquement, vous êtes beaucoup plus vous avez plus de faiblesse, etc. Vos amis sont partis. Il y a tellement d'amis différents. Les vrais amis vont venir être plus nombreux si vous avez une attitude égocentrique affaiblie. Et nous sommes des êtres sociaux, des animaux sociaux. On a WhatsApp, Facebook, Instagram, les likes, tous les likes. Les gens qui, allez, s'il vous plaît, mettez des likes. C'est quoi? J'aime. Et vous avez l'impression que de plus de gens vous aiment, etc. Vous êtes content. Et s'il y a moins de gens qui vous likent, vous êtes triste. Ça, c'est la tendance que nous avons besoin que les gens nous aiment. Si on veut vraiment que les autres nous aiment, vous aiment, n'attendez pas que les gens viennent vous aimer. Vous devez d'abord faire en sorte que ça arrive. Vous devez déjà agir de votre côté. Simplement, vous éliminez votre égocentrisme et les gens vont vous aimer. Et les gens qui vont venir vous voir, ce sont vraiment des gens authentiques qui vont venir vous voir. Parce que ceux qui sont plutôt superficiels, soit ils vont rester avec vous, soit ils vont partir de vous. Et donc, il y a les bonnes personnes qui vont venir avec vous, autour de vous, si vous affaiblissez. Avec l'attitude égocentrique, ça peut vraiment nous tuer. Cet égocentrisme peut nous tuer. Et dans notre vie, par exemple, les exemples qu'on a dans l'existence, tous ces exemples, il faut essayer tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez expérimenté. Avec vous-même, dans votre famille, apportez cela dans votre méditation
Et comme je l'ai mentionné plus tôt, pour les pratiques de bodhicitta, vous pouvez être aussi créatif que vous le voulez. Pour la méditation sur la faculté, ne soyez pas trop créatif, suivez les pas, les raisonnements, etc., les étapes, etc. Mais pour les bodhicitta, pour la pratique de bodhicitta, vous pouvez être aussi créatif que vous le souhaitez, utiliser les réalités que vous avez rencontrées dans votre vie. Je me souviens, par exemple, c'était il y a 7 ans, peut-être 4 ans, à Delhi. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on avait un état d'esprit plutôt tranquille, plutôt sain, et on peut être la bonne personne. Et on peut voir quand les choses ne vont pas bien. Par exemple, pour la même personne, vous pouvez voir quand les gens... Donc par exemple, quand il y avait quelqu'un qui avait 20 ans, 21 ans, il était avec sa mère, et son vélo a été arrêté sur le côté, et le bus était sur le point de venir, en train d'écraser, juste, érafler le vélo. Et le garçon est venu à côté. Il a vu que son vélo avait été un peu écrasé et raflé. Il était tellement en colère. Tellement en colère. Mon vélo a été raflé par le bus. Alors que ce conducteur de bus était horrible. Donc il a commencé à se battre avec le chauffeur de bus. Il a commencé à battre le chauffeur de bus. Et malheureusement, la mère aussi est venue et elle a demandé à son... Elle a demandé à quoi? À son fils. Et en fait, le pilote de bus a été tué. Et ça, c'était dans les journaux, c'était une histoire vraie. Et donc, quand l'esprit est sain, stable, calme, vous vous dites non. Vous dites oh là là, mais c'est horrible. C'est le sentiment spontané, mais quand votre esprit devient complètement dingue, comme ce garçon, comme la mère de ce garçon, et les deux, en fait, quand leur esprit est positif et paisible, etc., ils n'auraient jamais tué le pilote de car. Maintenant, dites-moi, pourquoi est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce qu'il a essayé de faire par rapport... Et donc, vous avez fait quelque chose de mal à son vélo ou à sa moto. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Et donc, il n'espérait pas finir en prison. Il ne pouvait pas prévoir cela. Qu'est-ce qu'il pouvait voir uniquement, le garçon? Que ce pilote, ce chauffeur, m'a abîmé mon vélo ou ma moto. Il ne pouvait pas. Et donc, il ne s'est pas dit, je vais aller en prison si je fais quelque chose. Et donc, finalement, quelque chose est arrivé, et le fils, le garçon, avec la mère, les deux ont été revenus en prison. Maintenant, imaginez. Si vous deviez donner une leçon à cette personne, faire une leçon à cette personne, et quand il était sain, quand il n'était pas emporté par la colère et l'ego, si vous deviez lui dire, ta moto ou ton vélo va être abîmé, et donc tu vas faire quelque chose, est-ce que tu vas aller en prison, tu vas aller en prison, ou tu vas simplement te dire que ta moto peut être réparée et puis tu n'iras pas en prison. Et donc qu'est-ce que tu vas choisir? Et forcément, le garçon va choisir, je ne vais pas aller en prison, je vais simplement faire réparer ma moto. Et finalement, lui, il a été en prison et sa mère aussi est terminée en prison. Pourquoi? Parce que à cause de l'égoïsme, la colère.
S'il avait su cela précédemment, si je fais ça, si le chauffeur meurt, etc., j'irai en prison. S'il avait su cela, il n'aurait jamais touché au chauffeur, n'est-ce pas? Et son vélomoteur, enfin son moto, était abîmé. Et puis, c'était peut-être 10 000 roupies. 10 000 roupies, ça fait combien en euros? 100 euros, une centaine d'euros? 100 euros, imaginez. Une centaine d'euros. Et simplement pour économiser 100 euros, il a été en la réparation. En fait, c'était la réparation de la centaine d'euros. Et donc, si pour économiser une centaine d'euros, il aurait fini en prison. Il a perdu son job par le fait d'avoir été en prison aussi. Et donc, en fait, c'était simplement par manque de paix intérieure. Et donc, s'il avait pu simplement faire réparer son vélo ou sa moto, en fait, tout aurait été possible. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que cette personne est devenue complètement aveugle, de ne pas voir la réalité? Et en fait, c'était juste une question d'une centaine d'euros. Et le pilote, le chauffeur avait une femme, des enfants, etc. Et ils ont perdu des milliers d'euros en comparaison. Et vous avez perdu des centaines et des milliers d'euros. Et puis, on vous considère comme un meurtrier pendant toute votre vie. Et personne ne va vous donner de boulot. Et vous avez tout perdu. Qu'est-ce qui vous avait fait perdre tout ça? Cet agent qui vous fait perdre toutes ces choses pour vous-même et pour le chauffeur. Et pour la famille du chauffeur. C'est tellement vicieux. C'est quoi? C'est l'ego. C'est la colère et l'ego. L'ego et la colère. Cet ego et la colère. Et donc, qui sont entrés dans l'esprit du jeune garçon et qui l'ont mené par le bout du nez et qui lui ont donné la force de se battre et pour battre et pour battre le chauffeur. Et donc c'est que une force complètement stupide de se détruire soi-même et sa mère, lui-même et sa mère. C'est le boulot de la colère. La colère, elle advient à cause de l'attitude égocentrique. Pas du tout à cause du chauffeur et de la famille du chauffeur. C'est simplement en disant mon vélo, ma moto, etc. C'était juste quelque chose qui pouvait être simplement réparé pour une centaine d'euros. Et donc, toutes les destructions, vous perdez tout votre argent, vous perdez toute l'estime des autres. Plus personne dans la communauté tout le monde vous voit comme un meurtrier. Est-ce que vous voulez de cela? Personne ne veut de cela. Même la mère non plus ne veut pas de cela. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'elle a terminé à faire ça? Personne ne doit être coupable que l'attitude égocentrique. C'est une autodestruction qui nous vient souvent dans la famille. Vous avez une famille, et puis il y a tellement d'égocentrisme. Et puis vous voudriez que toute la famille vous prête attention, et puis cela n'arrive pas. Et puis vous devenez tellement en colère. Mes parents, mes enfants, mon mari, ma femme, ils sont tellement absorbés pour d'autres choses et ne font même pas attention à moi. Et vous êtes tellement en dessous, vous êtes dans la dépression. Tout ça, c'est simplement auto-créé. C'est tellement inutile. Et donc, de manière honnête, ce n'est pas vous. Votre véritable nature est tellement pure. C'est seulement parce que vous manquez de voir votre véritable nature. C'est à cause de votre état d'égocentrisme. Ce n'est pas vous. C'est votre attitude égocentrique. Souvent, parce que les gens ne rencontrent pas ces enseignements sur Bodhicitta et ils n'arrivent pas à distinguer mon attitude égocentrique et moi, vous, votre jeu est tellement précieux. L'attitude égocentrique, c'est une chose, c'est un démon. Vous l'éradiquez et vous seriez une personne tellement pure. C'est la réalité. Et donc, cette attitude égocentrique, même dans la famille, il y a quelque chose qui ne vous arrive pas et vous êtes extrêmement en colère.
Pourquoi pas moi? Pourquoi je suis isolé? Pourquoi je suis dénié? Et donc, ça, c'est simplement à cause de l'attitude égocentrique, et ce n'est pas vous. Gardez cela à l'esprit. C'est votre attitude égocentrique. Et votre job, c'est de séparer cela de vous. Si vous le faites, votre esprit sera extrêmement heureux. Pour cela, on doit apprendre comment se séparer de cette attitude égocentrique. Comment distinguer vous-même et votre attitude égocentrique. Votre véritable nature est tellement pure. Et souvent, ce que les gens disent, ils disent, il y a l'égocentrisme qui est là, qui bouge votre ego, qui booste votre ego engendre la colère, et puis toutes les choses destructrices qui vous arrivent, et une fois que ça arrive, après vous regrettez. Et quand vous regrettez, vous allez dans l'autre extrême. Oh, je suis désespéré. Ce n'est pas vous qui êtes désespéré, c'est votre attitude égocentrique qui est désespérée. Oh, je n'arrive à rien, je suis nul, je suis rien du tout. Je ne suis qu'une personne stupide. Et au moment où vous dites ça, je ne suis rien, je me hais, dès l'instant où vous dites ça, c'est le plus grand des échecs. Votre véritable nature, elle est pleine d'amour, pleine de compassion, pleine de compréhension, pleine de sagesse. Et pourquoi est-ce que vous vous comportez de manière tellement différente? C'est parce que vous êtes accompagné avec ce compagnon complètement étranger, etc., que vous prenez pour un ami et qui est un démon qui prend l'apparence d'un ami. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par un démon? Un démon, c'est quelque chose qui vous détruit, qui veut vous détruire. Et donc, est-ce qu'il peut vous détruire plus que votre attitude égocentrique, plus que votre ego? L'ego, l'égocentrisme, c'est cela qu'il faut détruire, c'est ça qui cherche à vous détruire le plus. Dans d'autres termes, parfois, on peut voir que tout d'abord, il faut aller au fond de l'ego, de l'égocentrisme, et on est tout le temps en train de se battre avec les autres, même avec notre mère aimante, votre père aimant, avec vos amis, vos frères aimants, vos sœurs aimantes, et vous battez avec eux. Et puis après, vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qui va pas avec moi? Et vous allez dans l'autre extrême, oh, je suis nul, je suis un échec, je me hais, etc. Vous n'avez pas besoin de vous haïr. Vous êtes tellement précieux. Mais quelle que soit la façon dont vous vous traitiez de manière incompétente, ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas incompétent. Personne ne peut vous mettre en échec. Il n'y a que vous qui pouvez vous mettre en échec. Quand vous dites « je me hais », c'est le pire des échecs. Personne ne peut vous mettre en échec. Si vous voulez vraiment haïr quelqu'un, haïssez votre égocentrisme, votre pure nature est tellement pure, votre véritable nature est tellement pure, et l'égocentrisme, croyez-le ou non, votre vie sera tellement plus facile, vous serez tellement heureux, calme, facile, cool, et tout sera magnifique. Et donc, de la façon dont on l'a décrit précédemment, tout sera tellement magnifique. Donc ça, c'est une chose. Et du point de vue des conséquences karmiques, les conséquences. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut une bonne santé. On veut une bonne santé. On veut la longévité. Donc on ne veut pas être pauvre, on veut la richesse, on veut la possession. Donc, bien sûr, ça, c'est le résultat de la générosité. Tant que on ne s'engage pas dans la pratique de la générosité, on ne pourra pas espérer obtenir des possessions. On ne pourrait pas espérer ne pas souffrir de la pauvreté. Qu'est-ce qui nous empêche de pratiquer la générosité? C'est à cause de l'avarice. Qu'est-ce qui nous rend avaricieux? À cause de l'attitude égocentrique. À cause de l'attitude égocentrique, c'est ce qui nous empêche de nous développer la générosité. Et donc, à cause de cela, on ne peut pas espérer obtenir les possessions et on va finir dans la pauvreté. Et donc, les états d'esprit agressifs. Et donc, ils nous font engager dans la négativité, par exemple les dynégativités, etc. Avec cela,
Les résultats, c'est quoi? C'est les renaissances défavorables. Et quand vous reprenez naissance, vous avez des vies très brèves, etc. Et donc c'est parce que vous vous abstenez vous vous abstenez pas de faire du mal aux autres. Et donc c'est le manque de moralité. Par exemple, s'engager dans ça vous empêche de vous engager dans les actions positives, les 10 positivités, les 10 actions positives. Et donc, qu'est-ce qui vous empêche de vous abstenir de cette négativité? C'est quoi? C'est l'agression, par exemple. C'est l'agression vis-à-vis des autres, vouloir être malveillant vouloir nuire aux autres. Qu'est-ce qui vous pousse à faire du mal aux autres? C'est encore l'égocentrisme. Et comme on l'a dit précédemment, comme ce jeune garçon, c'est l'attitude égocentrique. L'égocentrisme, c'est ce qui vous pousse. D'un certain moment, vous avez l'avarice, et puis de l'autre côté, vous avez l'agression qui vous engage à faire du mal aux autres. Et donc, cela va vous faire souffrir tellement pendant des vies innombrables. Et donc, la patience. J'ai une question par rapport à l'avarice. On va finir d'abord. Et donc, par rapport à la pratique de la patience, pour certaines personnes, on voit que, par exemple, mon enseignant, le vénérable Genla Blumpa, à une certaine distance, quand on le voyait, vous pouviez le voir à une radiance. Et c'était grâce à la pratique de la patience. Une radiance naturelle, une aura naturelle. Et donc il y a des gens, dès l'instant où ils se lèvent dans le public, vous les voyez, vous pouviez le voir. C'est pas dans son ermitage, bien sûr, c'était un moine simple. Mais quand vous le voyez dans un groupe, vous pouviez voir comment il était exceptionnel. C'est grâce à la pratique de la patience. Et donc, qu'est-ce qui nous empêche d'être patients? C'est aussi l'égocentrisme, c'est l'ego. C'est l'égocentrisme. Et ensuite, la pratique de l'enthousiasme. L'effort enthousiaste. Et donc, cela nous donne un sens de l'élégance. On a une certaine... La patience, c'est l'aura, et l'enthousiasme nous donne une forme d'élégance. Qu'est-ce qui vous empêche d'obtenir l'élégance? C'est ce qui vous empêche d'obtenir l'enthousiasme. Quel est l'opposé de l'enthousiasme? La paresse. La paresse pour aider les autres, la paresse qui nous empêche d'aider les autres, de faire des choses bien. Et donc ça aussi c'est dû à l'égocentrisme. C'est de cette façon que l'égocentrisme engendre toutes ces distractions, attire toutes les négatives, tous les problèmes en vous, toutes les catastrophes pour vous, pour cette existence et les existences à venir. Et donc si on peut voir que plus on peut voir que cet égocentrisme c'est vraiment un démon. Et donc on devrait vraiment y réfléchir de plus en plus et puis d'utiliser, quand vous lisez, quand vous voyez des choses dans votre vie, simplement apporter tout cela dans votre méditation. Et dans votre méditation analytique, on a besoin vraiment d'y penser un peu plus, d'y réfléchir plus sur ces questions. Et en particulier de les rendre vivants. Tous les malheurs qui nous arrivent en nous, même une toute petite, un tout petit malheur, c'est dû à cause de l'égocentrisme et de donc l'attitude égocentrique. Par exemple, quelqu'un vous dit des mots blessants, vous propose des mots blessants. Et donc vous vous sentez blessé, conventionnellement, vous dites « Ah, ce n'est pas votre faute, c'est la faute de la personne qui vous lance ces mots blessants. » Mais en actualité, le fait que vous vous sentiez blessé, c'est à cause de l'égocentrisme. Si l'attitude égocentrique n'était pas là, vous ne vous sentiriez pas blessé. Vous voulez être blessé ou pas? Est-ce que vous voulez vous sentir blessé ou pas? Qu'est-ce qui vous apporte ce sentiment de blessure? C'est cette personne. Oui, c'est vrai, cette personne. Ne dites pas que c'est purement intérieur. Il y a les deux. Comme le son, le claquement des deux mains, c'est les deux. Les facteurs externes et les facteurs internes. Et vous avez la blessure qui vient. Les facteurs externes qui sont là et le facteur interne. L'attitude égocentrique n'est pas là, vous ne vous sentiriez pas blessé. Par exemple, si un enfant, un jeune enfant de 3 ans, un enfant, très jeune,
qui dit un mot blessant à sa maman. Elle ne se sent pas blessée, en général. La plupart des mères ne vont pas se sentir blessées. Elles disent c'est juste un gamin. Et donc si ce petit va dire la même chose à quelqu'un d'autre, la même mère elle va se sentir un peu, elle va faire attention que la personne ne se sente pas blessée. Et on va dire mais non, mais c'est juste un petit garçon, il ne sait même pas ce qu'il dit, etc. Mais la maman ne va pas se sentir blessée. Pourquoi? Parce que la possibilité de la colère ou de l'ego par rapport à l'enfant, c'est tellement moindre par rapport à son enfant. Et donc, quand il va grandir un peu plus, 14 ans, 15 ans, 6 ans, 16 ans, l'enfant est plus fort, etc. Il est plus autonome, etc. Et il essaye, et s'il dit des mots blessants à sa mère, et là, elle le ressent différemment. Mais quand il était tout petit, elle ne prêtait même pas attention. Donc c'est comme cela que ça fonctionne. Tout ce que nous avons vu, que nous avons expérimenté, ce que nous avons lu, etc., et en particulier tout ce qui est extrêmement réel, concret dans notre vie, apportez-le dans votre méditation, ce sera extrêmement utile. En d'autres termes, le point ici, c'est que l'attitude égocentrique, tant que c'est là, notre esprit ne sera jamais libéré des douleurs. Les douleurs, pour qu'on l'expérimente, on a besoin de deux choses. On a des causes précédentes, et puis immédiatement, on a besoin de la saisie, l'ignorance qui saisit un soi, et l'égocentrisme. Ces deux choses ne sont pas là, vous ne sentirez pas la douleur. Le fait que nous sentions la douleur, c'est que personne ne veut souffrir. Encore une fois, je mets l'accent là-dessus. Les facteurs externes sont là pour votre douleur, bien sûr. Souvent, ça peut être les facteurs externes, parce que c'est à cause des facteurs externes. Mais les facteurs internes, par exemple, quelqu'un dit « Où est-ce que tu vas ?» Et on dit « Mais est-ce que ça te regarde? Pourquoi? Et est-ce qu'il est de la police ?» Toute petite chose, elle en fait une histoire immense. Et puis on commence à répondre de manière négative à la personne. Depuis l'Italie jusqu'à la France, dans l'avion, il y avait une fille qui se plaignait tout le temps au steward. Il y a quelque chose est arrivé. Et puis le steward, il essayait de la consoler. Et donc, elle en faisait toute une histoire. Toute une montagne à partir d'un monticule de terre. Et donc, il y a des facteurs externes qui sont là. Et puis, parfois, on pourrait simplement engendrer des problèmes de nulle part, tout simplement à cause de notre ego et de notre attitude égocentrique. Sinon, donc conventionnellement, si on parle, vous ne faites pas d'erreur, quelqu'un vient juste essayer de vous embêter, et puis vous n'avez rien fait de mal, et puis la personne arrive, et puis vous vous sentez blessé. Et donc le point ici, c'est que ce que fait la personne, c'est une chose. C'est une chose. Je ne dis pas que c'est purement interne. Il y a des facteurs externes, ça c'est sans aucun doute, et les facteurs internes sont là. Votre but, finalement, c'est de... Vous ne deviez pas sentir la douleur, la souffrance, c'est votre boulot. Si vous ne voulez pas sentir la douleur, les facteurs externes sont là. Prenez soin, faites en sorte que vous soyez éloigné des facteurs externes autant que vous pouviez, mais vous ne pouvez pas vous débarrasser de tous les facteurs externes. Vous êtes d'accord pour moi? Vous ne pouvez pas vous débarrasser de tous les facteurs extérieurs totalement, c'est impossible. Les facteurs externes, on ne peut pas s'en débarrasser totalement. Mais par contre, on peut travailler sur les facteurs internes, oui en effet, mais soyez extrêmement réalistes, les Bouddhas enseignements sont extrêmement réalistes. Soyez extrêmement réalistes, par exemple, les possessions, la richesse, etc. Les possessions, c'est notre pensée interne. Non, les enseignements du Bouddha sont extrêmement réalistes. C'est le champion des enseignants sur la façon de se focaliser sur la richesse intérieure. Quand le Bouddha dit cela,
Ne gaspillez pas votre richesse extérieure de manière inutilement. Et donc l'une des règles pour les personnes ordonnées, c'est que la nuit, tant qu'il n'y a pas de raison, vous n'êtes pas supposé dormir avec la lumière allumée. Et donc s'il y a la lumière, avec une lampe allumée. Parce que vous dormez, vous n'avez pas besoin de la lumière. Vous n'avez pas besoin de voir quoi que ce soit. Et donc l'huile, elle est simplement une lampe à beurre ou une lampe à huile, elle s'épuise inutilement. Et donc vous ne devriez pas gâcher ou gaspiller les possessions. Un autre point, c'est que à un certain point, Ananda, l'intendant du Bouddha, quand il était le long de la rivière, il a vu un ensemble de joyaux, de bijoux. Il a vu que la rivière aurait pu emporter les bijoux. C'est un petit coffret à bijoux. Et donc, le Bouddha a dit, vous ne devriez pas toucher l'argent, l'or, les bijoux, etc. Et aussi, le Bouddha a dit, vous ne devriez pas gaspiller les ressources. Et donc, les ressources auraient pu être emportées par la rivière. Et donc, ça aurait été inutile. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste visualisé le Bouddha. Et il a dit, si le Bouddha était là à côté de moi, quel conseil aurait-il donné? Il aurait dit, ok, piochez donc les bijoux et mettez-les sur un endroit qui n'aurait pas pu être emporté par l'eau. Et puis, le Bouddha a dit, est-ce que tu l'as fait? Et pourquoi tu l'as fait? Et donc, il a raconté toute l'histoire au Bouddha, et le Bouddha a dit, Ananda a lu mon esprit. Le Bouddha a véritablement était vraiment préoccupé par lui. Enfin, il voulait faire en sorte que les ressources matérielles n'étaient pas gaspillées. Donc, c'est pas qu'il faille accumuler des richesses. C'est juste que quand il y a des ressources naturelles que le monde a, il faut les laisser telles qu'elles sont. Ne les détruisez pas. Ce que vous avez, gardez-les. N'allez pas les détruire de manière excessive. De la même façon, tout simplement parce que c'est votre richesse, cela ne veut pas dire que vous avez le droit d'utiliser comme vous le voulez, etc. Le Bouddha a laissé cela d'une manière extrêmement réaliste comme conseil. Et donc on devrait être extrêmement réaliste, se dire ok, c'est purement interne, les facteurs externes sont là, faites de votre mieux, faites en sorte, faites de votre mieux que les facteurs externes ne puissent pas vous perturber plus que cela. Donc ça, bien sûr, c'est important. Ensuite, bien sûr, vous pouvez prendre soin de vos facteurs internes. C'est quoi les facteurs internes? L'ignorance qui saisit un soi et l'égocentrisme. Et avec cette connexion, ici, c'est de quoi on parle? C'est l'égocentrisme qui est ici. Et donc c'est tellement destructeur de multiples façons. Tous les problèmes que vous avez, tous ces problèmes qu'on considère comme... On se dit, ah, mais ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Oui, en effet. Mais si vous sentez la blessure, la douleur, dès l'instant que vous ressentez la douleur, c'est l'attitude égocentrique qui est là. L'attitude égocentrique est tellement vicieuse. Quand l'attitude égocentrique est là, cela nous donne la sens. C'est parce que vous étiez... C'était votre Dieu, votre protecteur, etc. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est ce qui attire toutes les souffrances. Et expérimentalement, on va dire, quelqu'un veut faire une note, écrire une note, et il m'a pris mon carnet de notes et il a écrit là. Et la personne était totalement désespérée, elle n'avait pas trouvé de morceaux de papier. Imaginons qu'elle a écrit quelque chose. Et là, j'arrive. Et j'ouvre mon carnet de notes. Oh, quelqu'un a utilisé mon carnet de notes. Et comment est-ce qu'on doit réagir à cela? Il y a deux réponses possibles. L'une, comment est-ce qu'on a osé toucher mon carnet? Comment est-ce que quelqu'un a pu oser toucher mon carnet? N'est-ce pas? Est-ce que c'est une sensation plaisante ou pas?
Ne parlez pas de la réaction, parlez simplement la, ah oui, œil pour œil, dent pour dent, mais mettez ça de côté simplement. Quelqu'un a utilisé le carnet ou pas? Je ne veux pas souffrir d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas avoir cette irritation. Je ne veux pas ce malheur en moi. Et non, n'oubliez pas cela. Souvent, on oublie le point principal et puis on va simplement sauter sur le second point et hop, cela termine dans les problèmes. Par exemple, l'histoire, il y avait un vendeur de fruits, et il y avait un jeune qui a pris juste un fruit et il est allé courir après le garçon et en fait, il a laissé le panier et tous les autres garçons sont venus voler les fruits qui étaient restés tout seuls. Et donc, simplement, vous perdez tous vos fruits parce que vous allez courir après celui qui en a pris seulement un. C'est tellement peu sage, c'est tellement insensé. On oublie la chose la plus importante et on se concentre uniquement sur les petits détails. Et donc c'est ce qui nous fait faire ça, c'est l'attitude égocentrique, l'ego. C'est ce qui nous fait réagir comme ça là. Et quand le petit prend un fruit, un seul fruit, et puis votre ego, mais comment est-ce qu'il peut oser? Et l'ego qui surgit. Et là, en fait, vous oubliez totalement et vous n'en avez rien à faire que d'autres prennent tous les fruits pendant que vous allez courir après le premier. Et en fait, vous n'êtes même pas en colère vis-à-vis des autres qui sont en train de reprendre les autres fruits. C'est complètement stupide. Alors en fait, si la colère devait s'élever contre un seul qui prend les fruits, elle devrait s'élever contre une centaine d'autres qui prennent les autre fruits. Mais en fait, on devient tellement aveugle vis-à-vis de la réalité. Donc ce carnet, quelqu'un l'a utilisé. Comment vous allez réagir? Ok. Ah, je pensais que... Comment cette personne pourrait utiliser, comment est-ce qu'on a osé toucher mon carnet de notes et je vais me plaindre. La directrice de Centre Kalachakra, quelqu'un a touché mon carnet de notes, comment c'est possible? Et donc on n'a même pas fait. Et donc il devrait y avoir des règles ici, il n'y a pas de règles. Et donc je vais faire des problèmes, et comment est-ce que... Il n'y a pas de règles ici, au Centre Kalachakra. Et quelqu'un il n'y a pas de règles. C'est quoi? On a juste ouvert mon carnet. Ok. Et donc, on pourrait être tellement content de donner ne serait-ce que 10 carnets. Pourquoi est-ce qu'on pourrait en faire une chose tellement immense? C'est à cause de l'ego. C'est simplement à cause de l'ego et l'égocentrisme. La même chose, imaginons quelqu'un qui a noté quelque chose là, et surtout si c'est sur la vacuité ou la bodhicitta. Et là, je me dis, je suis tellement chanceux. Je pensais que personne ne voulait me parler. Et en fait, quelqu'un a fait attention et m'a écrit quelque chose sur la bodhicitta. C'est tellement spécial. Regardez, croyez-le ou non, la bodhicitta, là. C'est tellement magnifique. Oh là là. Oh, merci. Qui l'a écrit? Merci. Et là, c'est fini, plus de problème. Et vous êtes heureux. Vous rendez les autres heureux. Et la personne qui l'a écrit, elle se dit, là, c'est super. Et tant que je devrais écrire des phrases sur la bodhicitta, sur d'autres endroits, dans d'autres carnets. Et donc, la graine de la bodhicitta s'active. Et donc, beaucoup de gens vont développer leur graine de la bodhicitta. Et en fait, parce que vous avez réagi de la bonne manière. Et donc, cela rend tellement les autres heureux, cela fait rire tellement les autres, etc. Et c'est la façon, si quelque chose m'arrive comme ça, je ne devrais pas me battre, je ne devrais pas me plaindre, je devrais être calme, heureux. Waouh! Oh, j'ai appris une grande leçon de cette personne, de ce garçon. Et ça rend la vie tellement heureuse, tellement facile. Une page, juste une page, même si c'était sale, ce serait qu'une page. D'une certaine manière, je sais que vous ne l'auriez pas lu, parce que l'année dernière, vous avez écrit tellement de notes. Et puis, je sais que vous ne l'avez même pas lu, votre carnet de notes, d'une manière. Et donc, tout ça, toutes ces choses sont là, vous n'avez rien lu de tout. Par exemple, est-ce que je l'ai enseigné l'année dernière? Non, vous n'avez pas du tout enseigné l'année dernière. Et donc, même si je devais douter, j'aurais douté. Je suis sûr que vous n'avez même pas lu vos carnets de notes.
Et donc ça c'est simplement une pensée par rapport à une pensée. Une chose que je voulais partager avec vous. Une chose. Essayez de transcender la façon de penser des êtres ordinaires, des personnes ordinaires. 1. 2. Essayez de transcender la culture, la façon de penser culturelle. La façon de penser culturelle. Ce qui veut dire, si quelqu'un dit « Oh, ça c'est ma vie privée, c'est ma possession, c'est ma propriété privée, c'est ma propriété privée », c'est tellement des problèmes inutiles. Comment est-ce qu'on peut oser toucher ma propriété privée? Ça c'est tellement sociétal dans la culture. Et puis, essayez de transcender la façon de penser des personnes ordinaires. Bien sûr, quelqu'un a touché mon carnet. Comment est-ce qu'on peut oser? Ah oui, alors, comment est-ce qu'il aurait pu le faire? Et donc ça, c'est ce que pensent les personnes ordinaires. Et finalement, votre pensée, est-ce qu'elle est sage ou pas? Et ne l'oubliez pas. Les deux prémices de votre existence, soyez bons vis-à-vis de vous-même et soyez bons de manière sage. Le premier jour où vous êtes né, que ce soit en Occident, en Orient, au Nord, au Sud, où que vous soyez né, vous êtes tous nés avec une chose en commun, c'est je ne veux pas la souffrance, je veux le bonheur. C'est ce qui est commun à tous. C'est ce qui transcende les races, les ethnies, les aspects culturels, etc. On est tous nés pareils. On veut tous le bonheur et on veut tous échapper à la souffrance. C'est de la façon dont on est né. Avec cela à l'esprit, n'oublions pas non plus notre aspiration basique. Notre aspiration basique, c'est de se débarrasser de toutes ces souffrances et d'obtenir le bonheur. C'est le fondement, c'est l'aspiration fondamentale. Soyez bons vis-à-vis de vous-même, ça veut dire essayez d'accomplir ce à quoi vous aspirez. Essayez d'obtenir ce que vous voulez. Vous voulez vous débarrasser de la souffrance et obtenir le bonheur. Et donc, soyez sagement bons vis-à-vis de vous-même. Soyez intelligemment bon vis-à-vis de vous-même. Et donc faites ces choses qui vous donnent véritablement du bonheur et qui véritablement vous enlèvent la souffrance. Par exemple, ce jeune qui a tué le chauffeur de bus et qui a fini en prison. Il a essayé d'être bon vis-à-vis de lui-même, mais il l'a fait de manière stupide, il l'a fait de manière non sage, insensée. Et donc la culture, l'aspect culturel, la pensée culturelle sociétale n'est pas toujours aussi juste que cela. Et les personnes ordinaires, la façon de penser des êtres ordinaires, de penser ordinaire, c'est sûr, ce n'est pas correct, ce n'est pas approprié. Par exemple, quand vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans, et puis progressivement, vous voyez vos parents, et vous dites oui, vous battez avec eux, vous avez des conflits, et vous leur parlez mal. Et ça, c'est une norme, c'est une genre de norme dans la société, etc. Mais c'est juste le signe d'une vie ordinaire. Il n'y a rien de bon dans cela. Il n'y a rien de bon là-dedans. Rien de bon là-dedans. Et qui souffre? Vous êtes les premiers à souffrir. Parce que vous le voulez ou non, vous devriez être à la maison et vous allez voir vos parents. Et puis vous allez voir votre mari, votre femme. Et puis, au moment où vous les voyez, et puis ça vous rend heureux. Ça vous rend malheureux, pardon. Et donc ça, c'est la façon de penser ordinaire. Donc bien sûr, quand on est jeune, on se bat dans la fratrie, etc. Ça, c'est autre chose. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, après, c'est le véritable test. Le mari et la femme, les parents et les enfants, ça c'est le véritable test. Le moment où vous vous réveillez et vous êtes tellement de les voir, vous êtes tellement heureux de les voir, le mari est tellement heureux de voir la femme est tellement heureuse de voir le mari, et les parents sont tellement heureux de voir les enfants qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, etc. Et les enfants qui ont parfois 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, etc. sont tellement heureux de voir la famille, la maman. Je suis tellement content de voir ma maman avec moi, d'avoir mon père avec moi.
Et donc, si c'est ce qui advient, ça, c'est votre force. Mais au moment où vous vous réveillez, des fois, vous vous sentez tellement malheureux. Oh là là, de voir le visage de votre femme, de votre mère, de votre femme, etc. Et là, c'est juste ce que les êtres ordinaires, les personnes ordinaires peuvent faire. Les personnes ordinaires, ce qu'ils peuvent faire facilement, ça, c'est une faiblesse. Ce que les personnes ordinaires ne peuvent pas faire, ça, c'est une force. Ce que les personnes ordinaires ne peuvent pas faire, c'est dès l'instant où vous vous réveillez, imaginons vous avez 20 ans, un enfant qui a 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans. Au moment où vous vous réveillez, voyez votre mère, « Ah, je suis tellement heureux de te voir !» Ça, c'est tellement rare. Un jeune enfant va pouvoir le faire. 5, 6, 16, 6, 7, etc. Mais après, quand vous avez 20 ans, et surtout les garçons, « Ah, maman, je suis tellement heureux de te voir !» Ça, c'est plutôt rare. Si vous pouvez le faire, c'est votre force. Parce que les personnes ordinaires ne peuvent pas le faire. Ça, ce sont les choses que nous pouvons essayer de voir. C'est que l'attitude égocentrique, c'est ce qui attire toutes les souffrances, toutes les formes de souffrance. Et cet état d'esprit qui se chérit soi-même à l'excès. Alors que chérir les autres, cela rend votre vie tellement heureuse, tellement magnifique. Et les personnes qui ont des problèmes, ils vont se tourner vers vous, ils viennent vous voir. Et si vous avez des problèmes, ils vont vous aider automatiquement. Parce que les personnes que vous attirez autour de vous, ce sont des personnes authentiques. Avec cela à l'esprit, on pense au méfait de se chérir soi-même et au bienfait de chérir les autres. Donc ça, c'est les deux opposés. Et puis Arya Nagarjuna a clairement expliqué le sentiment d'amour et d'affection vis-à-vis des autres. Ça, c'est qui nous fait attirer à toutes les bonnes qualités en nous. C'est ce qui attire toutes les bonnes qualités en soi. Votre bonheur et même l'apprentissage. Par exemple, souvent la mère ne connaît pas la physique, elle ne connaît pas la science, mais pour enseigner à son enfant, elle va l'apprendre. Ce n'est pas pour elle, pour enseigner à l'enfant. Et donc, c'est grâce à l'amour. Qu'est-ce qu'elle a appris? Pourquoi? Comment cela se fait-il qu'elle a appris la physique ou la science? Pourquoi elle l'a appris? Et parce qu'elle voulait l'enseigner à sa fille ou son fils. Et donc, pourquoi elle a pris cette initiative? Parce qu'elle aime son enfant. Et donc, elle a appris tellement de choses. Et donc, l'amour et l'affection authentique, cela attire toutes les bonnes qualités en vous. C'est ce que le Bouddha a dit. C'est ce que Arya Nagarjuna a dit. Avec ces deux choses, on va essayer de penser, de réfléchir au bienfait de chérir autrui. Et donc le Bodhisattva Shantideva, il a tellement conclu de manière magnifique ces deux points en disant que quel que soit le bonheur dans le monde, c'est issu du fait de chérir autrui, et toutes les souffrances du monde viennent du fait de ne souhaiter le bonheur que pour soi-même. Ça, c'est une affirmation extrêmement élevée. Toutes les souffrances, tous les bonheurs qui existent dans ce monde viennent du fait de chérir autrui. Et tous les malheurs de ce monde viennent du fait de se chérir uniquement soi-même. Et donc, ça veut dire que l'égocentrisme n'apporte que les malheurs, alors que l'altruisme n'apporte que le bonheur. Et donc, on s'est dit, oh là là, se chérir autrui, c'est tellement bon, cela vous rend la vie tellement facile. Et cela vous apporte tellement de bonheur. Et donc, mais cela ne fait pas en sorte que les autres soient heureux. En fait, ce n'est pas du tout ça, quel que soit. Cela va vous rendre heureux de rendre les autres heureux. Même un sourire authentique, c'est déjà bon. Un sourire authentique, pour donner aux autres, c'est déjà, vous allez croire que la réaction vient de l'autre côté, c'est la réaction qui vient jusqu'à vous. Croyez-le ou non, par exemple, à la maison. La mère arrive à vous servir du thé, et puis vous dites, oh non, 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 maman, je vais te servir du thé. Simplement, dites cela, peut-être que vous ne l'avez jamais dit avant.
Et pour la première fois, vous allez par exemple chez votre père ou chez votre mère et elle vous apporte du thé. Et qu'est-ce que vous allez faire? Oh non, 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 ne t'inquiète pas. Assieds-toi, je vais le faire moi-même. Et non, qu'est-ce que tu veux? Dites rien que cela, croyez-le ou non, votre mère, elle va, la radiance de votre mère, ça va être, c'est vous qui l'avez donné sur son visage. Vous l'avez donné, vous sentez la joie à l'intérieur et l'amour authentique qui vient dans le visage de votre mère. Et qui sur cette terre peut vous apprécier autant? C'est dès l'instant où vous sentez cet amour en vous. Vous voyez la radiance sur le visage de votre mère. Et puis, donc, la radiance sur la réaction de votre mère sera encore bien plus belle encore. Quand il y a l'harmonie dans la famille, c'est magnifique. Sinon, parfois, la mère elle va manger à table, et puis le père il va manger sur son coussin, et puis l'enfant il va manger dans sa chambre, et puis la fille elle va manger aussi dans sa chambre. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un hôtel? C'est pas un hôtel. Ce n'est pas un hôtel. Est-ce que vous êtes heureux? Si vous êtes heureux, faites-le. Si vous êtes heureux, faites-le. Chacun dans sa chambre. Ouais, si vous êtes heureux, faites-le. Et puis vous allez faire vous allez faire la fête, et puis à la fête vous allez faire la même chose, vous allez vous mettre de votre côté. Vous n'allez pas le faire là. Changez votre façon de penser, c'est tellement facile. Ok. Changez votre façon de penser. Comment est-ce qu'on peut changer la façon de penser? L'étape suivante. Et donc les autres étapes vont nous aider. Le point, c'est que plus on va penser aux démérites, aux méfaits de se chérir soi-même, plus cela va réduire notre égocentrisme. Qu'est-ce qui m'a fait tellement incompétent? Qu'est-ce qui m'a rendu tellement incompétent? Je ne suis pas incompétent, ma véritable nature est compétente, est magnifique. Mais pourquoi est-ce que cela ne vient pas? C'est à cause de l'attitude égocentrique, et on va être tellement en colère vis-à-vis de l'égocentrisme. Et on ne sera jamais en colère vis-à-vis des autres. Et si vous voulez vraiment être en colère vis-à-vis de quelqu'un, soyez-le vis-à-vis de l'attitude égocentrique, c'est ça, parce que ça c'est le premier point. Et chérir les autres. Et donc, moi je suis content d'aider les autres, ok, je vais vous rendre heureux. Et donc, j'aide les autres pour mon propre bien. Souvent, je suis heureux parce que j'aide les autres. Merci pour me donner l'opportunité de vous aider. Merci, c'est moi. Merci d'être là. Merci, papa, d'être là. Je vais te servir. Cela me rend tellement heureux. Et donc, si j'arrive à apprendre comment vous aider, je saurai comment faire face aux autres personnes de manière pour l'apprentissage émotionnel, social, etc. Et donc on arrive à un point extrêmement important. Et donc c'est l'apprentissage socio-émotionnel. Comment ajuster nos émotions pour faire en sorte qu'on puisse vivre en communauté avec vos émotions, pour les réajuster par rapport à la société. Donc vous commencez avec vos parents. Soyez bons vis-à-vis de vos parents. De cela, vous savez comment, gérer vos émotions, et n'importe quelle société va vous accueillir avec respect. Alors que si quelqu'un ne vous respecte pas, ce n'est pas purement de son côté. C'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas de votre côté. Ce n'est pas vous, c'est votre égocentrisme. Il n'y a rien de mauvais avec vous. Vous êtes tellement pur. Vous avez tous ce potentiel. Par exemple, sa sainteté, le Dalai Lama, tout le monde veut le voir. Tout le monde veut le voir. Et puis, il y a plein de gens qui ne veulent pas nous voir, nous. Donc, on pourrait payer 1 000 €. Juste. Et les gens, on va dire, les gens veulent nous voir si on leur dit je vais te donner 1 000 €. Et une fois qu'ils ont les 1 000 €, ils vont repartir. Mais il y a plein de gens qui veulent voir sa sainteté. Et donc, tout le monde va acheter des billets d'avion pour aller le voir. Pourquoi? Parce que nous avons tous le même potentiel. Nous avons fait en sorte de sortir ce potentiel. Qu'est-ce qui empêche ce potentiel? C'est l'attitude égocentrique.
L'attitude égocentrique est tellement vicieuse. Et pourtant, on est tellement insensé à ne pas identifier qui est en train de nous détruire. Dans ce monde, personne ne peut nous détruire. C'est l'attitude excentrique qui peut nous détruire. Avec cela, le point numéro 1, le point numéro 2, le point numéro 3. Quel est le point numéro 4? Prendre la souffrance des autres. Donc Sophie est experte dans les 4 et 5. Sophie, tu l'as écrit, non? Tonglen. Donc point 4 et 5, en tibétain on dit Tonglen. 4 et 5, en tibétain on l'appelle, ensemble, on les appelle Tonglen. Tong, c'est envoyer, donner votre bonheur, et Len, c'est prendre la souffrance. En tibétain, on les donne dans... c'est pour prononcer, pour les exprimer, c'est plus facile à dire, de dire Tonglen. Mais sinon, la pratique, c'est Lentong. Dans la pratique, c'est Lentong. C'est on prend la souffrance et on donne notre bonheur. Et on va s'arrêter ici. Et ce soir, une demi-heure après le dîner, on essaiera de voir le film, c'est 10 minutes, le film de la NASA. On va le montrer ici, dans la salle ici. Et donc, il y a un projecteur. Et donc, on remercie le Centre Kalachakra et Bernard pour faire en sorte que cela advienne, que cela se passe. Donc c'est juste pour expliquer ce petit documentaire. Et donc l'année dernière, ça a été montré ici. Et ce serait bon de le voir sur un grand écran. Et ça aura un impact sur l'esprit. Et après, vous pouvez avoir une copie de cela. Vous pouvez le voir vous-même sur votre écran, sur l'iPhone, etc., ou sur l'ordinateur. Et donc là, c'est bien d'avoir un grand écran. Et vous allez voir, c'est que la NASA, c'est un film très bref. Et donc il commence, comme je vous l'ai dit, avec ce buisson, cette feuille de buisson. Et puis, cela va dans le monde macroscopique. Et donc c'est aussi magnifique, c'est très beau. Et donc ça c'est très utile. Et d'une certaine manière c'est aussi très utile. Et puis, après, cela va du monde macroscopique jusqu'au monde. Donc cela s'étend, donc du buisson jusqu'à l'Amérique, la planète, le système solaire, la galaxie, l'univers, une partie de l'univers. Et puis, une fois que vous arrivez là, après ensuite cela va à nouveau dans le monde, ça va zoomer à nouveau. Le système solaire, la galaxie, le système solaire, la planète, l'Amérique, et puis cet endroit où il y a la maison, et puis le buisson, et puis la feuille. Et ensuite, c'est là où vous pouvez vous focaliser, quand cela va entrer dans la feuille. Essayez de vous focaliser sur 3 points. L'un, c'est la feuille. Essayez de prendre une simple feuille. Vous savez ce que c'est qu'une feuille. Et puis, la feuille, vous allez zoomer, cela va zoomer. Donc, dans la feuille, vous allez, au travers du microscope, vous allez voir la démarcation des cellules. Et puis, vous allez dans le noyau des cellules. Et puis après, vous allez voir les chromosomes. Et donc, essayez de vous focaliser sur les chromosomes. Et après, c'est ce qu'on va utiliser pour la méditation sur la vacuité, les chromosomes. Et donc, quand vous allez sur les chromosomes, comment ils apparaissent, essayez de voir comment ça apparaît, comme des serpents rayés marrons. C'est littéralement comme ça, comme des marrons, comme des serpents marrons, et essayez de voir quel est votre état émotionnel, la répulsion. Et puis,
Donc la feuille, ok. Donc c'est plutôt neutre. Et puis vous pouvez extrapoler à une fleur, des magnifiques fleurs. Et vous pouvez vous dire qu'au lieu d'une feuille, c'est une fleur magnifique. Par la suite, là, essayez de vous focaliser sur les chromosomes, la feuille, les chromosomes. Et après les chromosomes, vous allez voir les molécules de l'ADN. Et puis après, vous allez dans les atomes. Et puis focalisez-vous sur les atomes. Et ce que je suggère, c'est les feuilles, les chromosomes et les atomes. Les trois. Ce sont les 3 points. Et donc sur lesquels il est bon de se focaliser, si possible, avec la feuille. Si vous pouvez extrapoler avec des fleurs, une fleur, la perception de la fleur, quelle est votre réaction émotionnelle? C'est plutôt un sentiment, une sensation apaisante, attirante. Après les chromosomes. Donc c'est plutôt repoussant par rapport à la structure. Quelle est votre réaction émotionnelle? Plutôt l'aversion. Et puis ensuite, vous allez dans les atomes. Et quelle est votre perception? Il y a les atomes, votre réaction émotionnelle est plutôt neutre. Et donc, le même objet, la feuille ou les fleurs, puis a la capacité d'engendrer les 3 émotions, 3 sensations différentes. 3 émotions différentes. Les sensations plaisantes, déplaisantes, neutres. Avec les plaisantes, les sensations plaisantes, on y a plutôt une sensation d'attirance. Et puis, il y a plutôt cet état émotionnel d'attirance qui advient. Puis ensuite, quand c'est déplaisant, c'est plutôt une réaction émotionnelle déplaisante, repoussante. Et puis après, c'est plutôt neutre. Et donc, vous allez voir qu'il n'y a rien qui soit là de manière purement objective, c'est purement subjectif. Cela vient du sujet lui-même. Ce n'est pas là réellement du côté de l'objet, c'est l'idée. Et donc, 3 choses. La feuille, les chromosomes et les atomes. 3 perceptions et 3 réactions émotionnelles. Et donc, ce sont les 3 choses que vous essayez de prendre note et puis de remarquer cela. Et puis, on va l'utiliser ensuite dans la méditation. Bodhisattva